Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, nous allons reprendre les travaux. Je souhaite donc la bienvenue à M. Richard Marcoux. Alors, M. Marcoux, je vais vous inviter à vous présenter et à faire votre exposé. Vous avez 10 minutes en tout et ensuite on procédera aux échanges. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre. Merci aux députés ici présents. Je ne m'attendais pas à voir autant de gens. Je suis le dernier à passer. Je vais essayer de vous faire rêver, peut-être en sortant un peu du Québec, puis à vous faire voyager pour savoir d'où viennent tous ces francophones que l'on cherche tant. Donc, mon mémoire que j'ai présenté, je ne reviendrai pas là, sur les éléments très, très précis. Je pense que vous avez eu le temps de le lire. Mon mémoire est composé de 3 parties. Une première qui parle de la reconfiguration de l'espace francophone international. Un deuxième qui se pose des questions sur la place du Québec dans les projets migratoires de ces jeunes francophones, de ces nouveaux francophones. Et la troisième, c'est 2 petites propositions sur lesquelles je pourrais peut-être m'attarder un peu plus pendant la période de questions concernant le rapprochement entre l'Afrique subsaharienne et le Québec. J'étais particulièrement intéressé par le document de consultation où on dit, et je cite, « Le français est la langue officielle du Québec. Sa connaissance est une condition essentielle à une intégration réussie et à pleine participation à la vie collective, tout en étant un facteur de cohésion sociale. De plus, les personnes immigrantes connaissant le français présentent un plus haut taux de rétention, c'est-à-dire qu'elles résident toujours au Québec plusieurs années après leur admission. » Donc, ça me semble assez intéressant de voir qu'il semble se dégager, du moins, un consensus autour de cette idée d'essayer d'identifier des immigrants qui pourraient, et des gens de passage qui pourraient communiquer, disons, plus facilement, plus rapidement ici avec la population québécoise. Nous, on travaille en fait à l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone que je dirige, qui est entre autres appuyé par le gouvernement du Québec depuis une douzaine d'années, par le ministère des Relations internationales et de la francophonie principalement. On part d'une définition qui se rapproche du sens commun pour définir qui est francophone, c'est-à-dire ça regroupe toutes les personnes qui maîtrisent la langue française pour être à même de l'utiliser pour communiquer. Donc, on n'a pas une définition très, très stricte de qui est francophone. Pour nous, c'est quelqu'un qui est à même de pouvoir comprendre ce qu'on se dit ici aujourd'hui. Donc, partant de cette définition-là, on estime en 2023, à partir de données probantes, qu'il y aurait 327 millions de francophones sur la planète. Donc, c'est quand même un nombre appréciable. Ce nombre-là également croît de façon importante. Et depuis longtemps. J'ai fait un petit aparté en vous parlant davantage, en fait, de l'histoire de la francophonie et de l'espace francophone. Dans les années 60, au moment des indépendances des pays colonisés par la France et la Belgique, on estimait qu'il y avait à peu près peut-être je dirais un peu moins de 80 millions de francophones sur la planète. Et 90% de ces francophones-là étaient dans les pays du Nord, donc en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, mais également au Canada et au Québec. Il y a eu une transformation considérable qui s'est faite de l'espace francophone, qui a conduit en quelque sorte à ce que j'appelle en fait les plaques tectoniques de la francophonie qui ont bougé et qui a fait en sorte que l'Afrique est devenue maintenant le pôle central de l'espace francophone international. Donc, à partir des années 60, des transformations considérables, une croissance démographique très importante du continent africain, qui se poursuit d'ailleurs, et parallèlement à ça, un ralentissement très important de la croissance démographique liée à la baisse de la fécondité, et ainsi de suite dans les pays du Nord, ce qu'on a appelé l'hiver démographique pour les pays européens et les pays nord-américains. Donc, transformation considérable qui fait en sorte, en fait, que l'Afrique représente maintenant plus de 50% de la population francophone de la planète. Okay? Ce qui fait en sorte que ça devient maintenant un bassin particulièrement important de francophones sur la planète. Mais c'est lié également, non pas uniquement à la croissance démographique, mais également aux investissements qu'on a fait dans le domaine de l'éducation, dans les pays africains notamment, à partir des efforts qui ont été faits par les gouvernements, mais également par la communauté internationale. Donc, des investissements importants qui ont conduit justement à cette croissance phénoménale là, du nombre de francophones sur le continent africain. La deuxième partie de mon mémoire, c'est quelle est la place du Québec et du Canada dans les projets migratoires de ces populations africaines.
On a, à mon observatoire, on a mené un certain nombre d'études, fait une synthèse d'un certain nombre de travaux. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que à partir des données d'une enquête, on a observé qu'il y avait vraiment un souhait d'émigration de la part des populations africaines, mais notamment des jeunes Africains. Et je cite là, dans mon mémoire que 46 % des jeunes de 15-24 ans des pays d'Afrique souhaitent changer de pays. C'est quand même important. Il faut comprendre que cette migration-là, d'abord, se fait à l'intérieur du continent africain, mais se fait également à l'extérieur. Donc, 46 % des jeunes de 15-24 ans, comparativement à l'Inde, je donne une comparaison, où les jeunes Indiens de 15-24 ans souhaitent sortir de l'Inde seulement dans une proportion de 9 %. Donc, c'est vraiment, on voit bien qu'il y a un souhait assez important de migrer. Si le désir de migrer est important, quelle est la place du Québec dans ces projets migratoires-là? Et c'est effectivement très difficile de trouver des informations là-dessus. On en a trouvé. Il y a une vaste enquête qui a été faite par la maison de sondage Gallup qui a permis, en quelque sorte, d'avoir des informations de ce type-là. On sait que de plus en plus maintenant de jeunes Africains migrent un peu à l'étranger et migrent de plus en plus au Québec et au Canada. Donc, on l'a vu, les données de l'Institut de la statistique du Québec ont montré en quelque sorte une augmentation considérable des migrants africains. Même au Canada, l'Afrique est devenue le deuxième continent le plus important en termes d'immigration internationale, a même dépassé l'Europe. Donc, on le voit bien, il y a une reconfiguration qui s'opère. Donc, les projets pour le Québec et le Canada, que sont-ils? On s'est inspiré d'une étude menée par l'OCDE, ce dont je parlais tout à l'heure, pour 5 pays d'Afrique qui nous intéressaient particulièrement, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et le Cameroun. L'étude de l'OCDE, lorsqu'on utilise les données, on voit qu'il y a, en fait, en 2010, il y avait 450 000 personnes qui vivaient dans les pays de l'OCDE provenant de ces 5 pays d'Afrique francophone. Il y en avait 250 000 qui résidaient en France, il y en avait 56 000 qui résidaient aux États-Unis, il y en avait 10 000 seulement qui résidaient au Canada. Okay? En gros, la France accueille 25 fois plus d'immigrants de ces 5 pays-là francophones d'Afrique, 25 fois plus que le Québec, et les États-Unis qui n'ont pas... je dirais qu'ils ne font pas partie d'un pays francophone particulièrement, en accueillent quand même 6 fois plus que le Canada. Donc, on le voit, on ne va pas en quelque sorte tirer notre juste part, je dirais, d'immigrants francophones, et il faut se poser la question. Comment faire en quelque sorte pour rapprocher le Québec de l'Afrique subsaharienne? On estime qu'en 2030, on aurait entre 140 à 200 millions de francophones sur le continent africain. Okay? Actuellement, c'est autour d'à peu près, je dirais, 90 millions. On présume, en fait, qu'il va y avoir une augmentation considérable qui pourrait atteindre jusqu'à 200 millions de francophones en 2030. 2030, c'est dans 7 ans. On parle d'entre 300 et 500 millions en 2070. Donc, une croissance démographique phénoménale, un bassin de francophones particulièrement important sur le continent africain. Le Québec n'occupe pas le terrain qu'il devrait occuper. C'est un peu le message que je veux livrer ici. Maintenant, comment on peut s'assurer de faire en sorte que le Québec soit peut-être un peu plus attractif pour les immigrants africains qui souhaiteraient faire un projet migratoire, puis peut-être un projet migratoire dans un pays francophone. Je vous propose 2 propositions là, très succinctes que je n'ai pas eu le temps vraiment de développer. Je dois m'arrêter bientôt. D'abord, mettre fin urgemment aux obstacles pour venir au Québec depuis l'Afrique. Vous le savez, ça a été largement documenté pour les étudiants, pour les travailleurs, les listes d'attente incroyables, mais également, puis je vais vous parler d'un cas particulier qui est la mobilité scientifique, parce que moi, je suis universitaire, j'organise des activités ici. Ça devient insupportable, les obstacles qu'on rencontre pour faire en sorte que nos collègues d'Afrique francophone puissent participer à nos réseaux francophones. On organise une activité à l'ACFAS. Nos collègues de France, de Belgique, de Suisse demandent une autorisation de voyage électronique, une AVE, okay, qui coûte 7 €, okay, 10 $, qui se fait en ligne
et qui nous permet à ce moment-là de se présenter à la frontière et de venir participer à nos colloques scientifiques, à nos laboratoires. Je vous invite à conclure. Oui, très bien. Ce n'est plus acceptable, en quelque sorte. La deuxième proposition que je vous fais, puis vous me poserez des questions sur la deuxième, qui concerne en fait l'expérience au Québec pour les jeunes d'Afrique. Je pense qu'il y aurait un potentiel là également qui serait important. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer la période d'échange. Madame la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, vous avez 16 minutes 30. Merci, Madame la Présidente. Un immense merci, Monsieur Marcoux. Vraiment, c'est très intéressant, c'est instructif et éclairant de vous entendre. Puis j'exprime d'emblée le souhait de vous revoir dans quelques semaines, une fois qu'on aura terminé cette commission consultative, de telle sorte qu'on puisse poursuivre, en fait, nos échanges. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier pour vos travaux qui ont été fort utiles au ministère. On a procédé récemment à la révision du plan de déploiement international du ministère. Et puis, je sais qu'on s'est inspiré notamment de vos travaux pour ce faire. Et c'est un exercice qui a donné lieu à un redéploiement des équipes du ministère en Afrique francophone. Alors, ça a permis en fait d'avoir des premières activités dans certains pays de bassins francophones. Et puis, vous dire également qu'on a initié des activités de recrutement sur le territoire africain francophone. Donc, une première fort intéressante pour nous. Alors, merci pour cette contribution et cet apport que vous avez eu sur le ministère et ses activités. Vous proposez dans le mémoire, en fait, une orientation. Nous proposons plutôt dans le mémoire une orientation qui vise à encourager l'immigration permanente de personnes jeunes afin d'essayer de limiter les effets du vieillissement de la population. Bon, vous semblez être en accord avec cette orientation-là, puisque vous-même vantez l'immigration jeune en provenance d'Afrique. Alors, en tant que démographe, moi, j'aimerais ça vous entendre sur l'impact qu'aura une immigration jeune sur la démographie du Québec. Est-ce qu'il y en a un tel impact, ou, somme toute, c'est tellement marginal que l'effet va se dissiper? Du côté des démographes que j'ai entendu ces derniers mois, j'ai eu l'impression que l'impact, à leurs yeux, était très marginal. Donc, je suis intéressée de voir de votre côté, en tant que démographe, comment est-ce que vous voyez la chose? En fait, il y a une espèce de consensus chez les démographes, et ça depuis plusieurs années. Les premiers travaux des Nations unies là, avaient montré en quelque sorte que l'immigration avait un effet très marginal sur la structure par âge de la population, sur l'âge moyen de la population. Donc, quand on parle de l'immigration qui peut compenser le vieillissement, c'est en partie possible, mais ce n'est pas complet. Ce qu'on oublie par ailleurs, c'est que les immigrants qui arrivent ici, à partir du moment où on leur fait une place et qui s'installent en famille, ils ont des enfants, et là, ils contribuent largement, à travers la deuxième génération, la troisième génération, au rajeunissement de la population. Donc ça, je pense que la plupart des démographes s'entendent là-dessus. Il y a pas, ça a un effet considérable. La raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur les jeunes, je n'ai pas eu le temps de le mentionner tout à l'heure, c'est quand on parle de la croissance démographique, bien, en fait, dans mes cours, je montre tout le temps un peu les pyramides des âges, la pyramide des âges inversée, en fait, pour le Canada, et la pyramide des âges, vraiment une vraie pyramide des âges qu'on a pour les pays africains. C'est justement cette idée que les jeunes et les jeunes francophones portent en quelque sorte, ont un poids démographique extrêmement important en Afrique. On calcule, quand on fait nos estimations, que 90% des jeunes de moins de 30 ans francophones sur la planète en 2050 seront sur le continent africain. Donc, c'est sûr que c'est... je veux dire, à partir du moment où on se tourne du côté de l'Afrique, on se tourne nécessairement du côté de la jeunesse. Ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est que, justement, quand on parle de programmes d'éducation, de programmes de formation, bien, les plus jeunes générations en ont profité davantage que les plus vieilles générations. Les taux de scolarisation sont beaucoup plus élevés, les taux d'alphabétisation sont plus élevés, même si, par ailleurs, et je tiens à le préciser je le souligne bien dans mon mémoire, l'école en Afrique a des défis considérables. Okay? Il faut aussi le reconnaître. L'école en Afrique, on s'est lancé dans une massification de l'éducation en Afrique et on a oublié un peu parfois la qualité de l'éducation et ça apparaît actuellement là, dans les tests qui sont faits là, sur les compétences acquises après un certain nombre d'années. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame. Oui, tout à fait. Fort intéressant.
Pour la suite, je vais passer la parole à ma collègue députée de Vimont. Alors, oui. Merci. Allez-y, député de Vimont. Oui, oui, merci. Merci, M. Marcoux, d'être là, d'être avec nous ce soir. D'ailleurs, les chiffres que vous avez amenés tantôt étaient très révélateurs. Hein? Ça annonce bien pour la suite des choses, si on peut, si on peut l'exprimer ainsi. En page 3, vous précisez qu'on devra porter une attention particulière à l'école en Afrique dans les années à venir, les soutenir davantage. C'est sûr qu'il y a un objectif derrière ça, vous en avez un. Bien, je veux dire, il y a une idée derrière tout ça. Et de quelle façon vous voyez maintenant la contribution du Québec? Bien, en fait, je pense que la contribution du Québec, elle se fait à travers les organismes internationaux, notamment l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui a maintenant pignon sur rue à Québec, hein, qui est vraiment... je vais faire un peu la publicité du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Je pense qu'ils ont fait un bon coup en amenant la représentation de la francophonie ici à Québec. Il y a plusieurs programmes qui existent à l'OIF pour appuyer justement la formation, une formation de qualité. Il y a différents programmes d'appui aux enseignants, offrir du matériel pédagogique également, ainsi de suite. Il y a toutes sortes de façons d'intervenir. C'est sûr que le Québec a peut-être un peu moins de moyens en matière d'aide internationale que le Canada peut en avoir, là. C'est comme évident. Mais en même temps, je pense qu'on a un rôle à jouer à travers les ONG. Il y a énormément d'ONG québécoises qui sont très actives dans le domaine de l'éducation. Et je pense qu'il faut justement, dans des contextes de solidarité, là, appuyer ces ONG-là qui vont mettre de l'avant un certain nombre d'interventions pour appuyer la qualité de l'éducation dans les pays africains. Si je comprends, ce n'est pas juste un soutien financier. Ah non, pas du tout. Je pense je pense qu'ici aussi, on a une expertise assez intéressante. Vous savez, les cégeps, c'est quelque chose d'assez unique au monde, ce qu'on a ici. Si vous discutez avec les gens du ministère de l'Éducation, ils vont vous le dire, en fait, c'est vraiment assez particulier. Et je pense qu'on pourrait très bien présenter également ce modèle-là qui permet à des jeunes d'être formés au niveau régional, à des niveaux d'éducation, peut-être pas des niveaux d'éducation très, très élevés, mais pour les besoins du pays, ça répond tout à fait à des demandes très importantes. Je pense qu'on a ici une expérience, une expertise. Moi, je suis beaucoup en contact avec des gens de la diaspora africaine ici au Québec et qui me disent que vraiment le modèle d'éducation qu'on a mis en place au Québec depuis les années 60-70 est assez intéressant. Donc, je veux dire, c'est des échanges de bons procédés, c'est sûr que derrière tout ça, par ailleurs, il y a des besoins financiers, là, on ne se le cachera pas, là, mais je ne crois pas que le Québec est peut-être prêt à se lancer compte tenu des besoins immenses là, que l'Afrique va avoir là, dans les années à venir. Donc, ce serait, je terminer avec ça, ce serait vraiment d'importer finalement le modèle éducationnel qu'on a au Québec? Oui, j'aime pas tellement le terme importer. Je pense qu'en fait, peut-être montrer ce que ça donne, puis que ça puisse à ce moment-là être adapté aux réalités des pays africains qui ont des enjeux et des objectifs très différents. Des pays pour lesquels, je ne sais pas moi, les filières du bois sont importantes, d'autres, ça va être voyons, d'autres secteurs industriels là, qui peuvent peut-être être intéressants pour eux. Donc, je pense qu'il faut vraiment les adapter. L'idée, c'est pas d'exporter ce qu'on fait de bien ici, mais peut-être de le présenter pour voir un peu comment ça peut intéresser les pays là-bas. OK. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais laisser à ma collègue. Alors, député d'Iberville, il reste 8 minutes. Parfait, merci beaucoup. En fait, dans le but d'avoir plus de liens avec les jeunes du continent africain, vous mettez de l'avant qu'il y aurait une possibilité de tisser des liens par des programmes similaires au programme Expérience internationale Canada. Est-ce que vous pensez que l'Office de la jeunesse des internationaux du Québec pourrait jouer un rôle dans... Tout à fait. En fait, c'est un peu ça l'idée. Je trouve qu'on... En fait, on a fait un contrat à un moment donné pour Citoyenneté et Immigration Canada, puis on a épluché tous les programmes qui existaient, et j'étais étonné de voir qu'il y avait à peu près une quarantaine de pays pour lesquels il y a eu des accords qui ont été signés. En Amérique latine, en Asie, en Europe, évidemment, il n'y avait aucun pays africain pour lequel il y avait une entente de signer. C'est incroyable. Ça veut donc dire que les pays francophones,
C'était essentiellement la France, la Belgique et la Suisse. Je pense peut-être le Luxembourg également. Donc, les francophones du reste de la francophonie, qui sont beaucoup plus nombreux. En fait, j'aime beaucoup répéter, parce que avec ce qui s'est passé, les coups d'État en Afrique, les gens me disent, oui, ben c'est fini, la francophonie en Afrique. Il y a actuellement 3 fois plus de francophones sur le continent africain qu'en France. Donc, je veux dire, c'est pas, on ne change pas des systèmes d'éducation comme ça, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. J'ai comme l'impression que le fédéral n'a pas bougé tellement là-dedans, puis peut-être que le Québec pourrait faire figure d'initiateur intéressant là, pour des programmes de ce type-là, qui ne coûtent pas non plus excessivement cher. Puis on a déjà des acteurs comme Logique, vous mentionnez Logique, les organismes jeunesse qui ont une expertise extraordinaire dans ce domaine-là et qui pourraient très bien jouer un rôle important. Puis justement, c'était ça ma question. Quel rôle pourrait jouer Logique? Je pensais tout à l'heure, Madame la ministre parlait qu'il y a des initiatives qui sont faites sur le continent africain. J'imagine que c'est à travers les bureaux, les délégations du Québec sur le continent africain. Moi, ça faisait plusieurs années avec d'autres collègues, là, Clément Duhem et autres. On militait pour qu'il y ait une ouverture de délégation du Québec sur le continent africain. Ça s'est fait. Ça fait seulement que 5 ans, hein, depuis 2017, je crois. Mais je pense que ça offre des possibilités assez intéressantes. Moi, j'ai plusieurs de mes étudiants qui ont profité des programmes de Logique pour pouvoir aller sur le continent africain pour faire du travail de terrain, ainsi de suite. Il y a des échanges qui existent. Puis on a une structure qui est petite, qui est tout à fait... qui est minuscule par rapport aux besoins, mais c'est déjà là qu'on peut travailler avec, il y a un bureau du Québec à Rabat, une délégation générale du Québec à Dakar, un bureau du Québec extrêmement dynamique à Abidjan. Là, donc, moi, je pense qu'on a des leviers intéressants pour initier des choses. Ça répond à votre question? Oui, parfait. merci beaucoup. Okay. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Parfait. Alors, j'avais une question moi, concernant le rapport aux Français, des Franco-Africains. Dans quelle mesure est-ce que c'est leur première langue ou leur seconde langue? Est-ce que quand on dit francophone, c'est francophone à l'occasion ou francophone au quotidien? Ou... J'aimerais avoir votre regard là-dessus. Je vous remercie de me poser cette question. En fait, il y a vraiment toutes sortes de réalités. Comme je le dis souvent, l'Afrique est plurielle et ça s'entend. C'est-à-dire qu'on entend des accents également fort différents à Abidjan, à Dakar, à Kigali, à Yaoundé. Pour la plupart de ces pays, la langue française est une langue seconde. Okay? C'est la langue qu'on a appris après notre langue maternelle. Sauf que ce qu'on observe de plus en plus, et ça on le voit même chez les immigrants ici au Canada et au Québec, plusieurs personnes nous déclarent 2 langues maternelles. A priori, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment pouvons-nous avoir 2 langues maternelles? Bien, moi j'ai vécu au Mali pendant 5 ans, je suis souvent sur le terrain. Quand vous êtes dans une concession, dans un ménage, ça se passe en wolof à Dakar, mais la télévision est allumée et puis ça se passe en français. Vous sortez sur la rue, à Dakar, toutes les indications sont en français. Tous les panneaux de signalisation sont en français. Le wolof est une langue très importante au Sénégal. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous allez à Abidjan, 75% des gens, on a fait une enquête à Abidjan avec une firme de sondage, Kantar TNS, 75% des gens, des travailleurs à Abidjan, déclarent qu'ils travaillent en français. Parfois avec une autre langue, okay? Parfois avec une autre langue, mais ils travaillent notamment en français. Donc, je pense qu'on est dans des contextes de plus en plus plurilingues. Et ce n'est pas la francophonie qui est comme ça. Tous les espaces linguistiques sont comme ça. En Amérique latine, on découvre soudainement qu'il y a pas juste l'espagnol, mais il y a également des langues autochtones qui sont largement utilisées. En Inde, vous avez une population qui s'exprime très bien en anglais, mais pour lesquelles la plupart des Indiens ont une langue maternelle qui est autre que l'anglais. Et justement, lorsqu'on leur demande de remplir les immigrants indiens qui arrivent ici au Canada, lorsqu'on leur demande quelle est votre langue maternelle, bien, ils nous répondent bien souvent 2 langues. Parce que, justement, ils sont socialisés dans une langue indienne et dans la langue anglaise. C'est la même chose également dans plusieurs pays africains. Donc, l'attachement à la langue française, pour répondre clairement à votre question, elle est aussi, je dirais, elle est différente d'un pays à l'autre.
Il y a des pays pour lesquels le français est vraiment très important. Je pense entre autres à la Côte d'Ivoire, le Bénin. Le Cameroun, on voit très bien qu'au Cameroun, la langue française est largement utilisée. Au Gabon, au Congo, en RDC. D'autres pays pour lesquels il y a une langue nationale qui est largement utilisée et qui fait office en quelque sorte de langue de tous les jours. Je prends le cas du Rwanda, par exemple. Le Rwanda, depuis les années 60-70, on enseigne, les gens sont alphabétisés en Kinyarwanda, la langue de la population rwandaise qui est partagée à 97% par la population rwandaise. Cette langue-là est vraiment utilisée. Vous allez à la banque, vous devez signer votre chèque en Kinyarwanda, et ainsi de suite. C'est complètement différent. Et on le voit très bien aussi, le Rwanda, c'est pas un pays pour lequel on observe une augmentation très importante des locuteurs de langue française. Donc, on étudie le Rwanda depuis une quinzaine d'années maintenant, et puis il n'y a pas d'augmentation importante. Ce qui n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, où là, on a vraiment une augmentation très importante. Quand vous dites que le français est très important dans certains pays, est-ce à dire que le cursus primaire, secondaire se fait en français ou c'est bilingue la plupart du temps? Exactement, ça se fait en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal même. On intègre de plus en plus maintenant de l'apprentissage dans les langues nationales parce qu'on se rend compte que ça a un effet très important sur les apprentissages de façon générale. Donc, et ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, appuie un programme qui s'appelle... excusez-moi, j'ai un blanc là. Qui permet justement aux enfants, en première année, en deuxième année, d'être formés dans leur langue maternelle d'abord, et tranquillement, on intègre de l'apprentissage en français, puis par la suite, tout le cursus se fait en français. Alors, il reste 20 secondes pour conclure. Bien, écoutez, c'était fort instructif et éclairant. Vraiment, je vous remercie d'avoir partagé vos propositions avec nous. Et puis, au plaisir de vous revoir prochainement. Merci. Alors maintenant, l'opposition officielle, donc député de Néligan, 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, merci pour votre présence. Vous avez dit un rapport, mais laissez-moi vous dire que votre prestation est aussi très excellente. Bravo. Très heureux d'entendre un grand ambassadeur de l'Afrique. Je peux vous nommer et je partage vraiment ce que Madame la Ministre vient de dire. Vous êtes une personne qui a accumulé beaucoup de connaissances. Moi, je suis quelqu'un qui suit l'Observatoire francophone de statistique de l'espace francophone. Je vais plus aller avec vous sur de la géopolitique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui se passe en Afrique maintenant. Mais avant d'aller dans ce sens, parce que c'est le défi au Québec. Moi, la raison pour laquelle j'ai choisi le Québec, c'est pour venir faire un MBA à l'Université de Laval. À l'époque, j'avais deux choix. Université, hein? Oui, mon premier diplôme, c'est à Laval, l'Université de Laval, pavillon Parent, proche de votre pavillon. D'ailleurs, dans votre pavillon, il y a le Collège des administrateurs de société où j'ai fait ma certification aussi. J'avais deux choix, la Suisse ou le Québec. Mais vous savez, en Afrique, et je seconde tout ce que vous avez dit, il y a cette volonté d'aller faire la traversée de l'Atlantique parce qu'on parle français. Si ici on parle qu'on doit protéger de la langue française, les gens en Afrique pensent en Amérique du Nord, il n'y a personne qui parle français. Mm-hmm. Et mon coup de cœur au début, ça a été avec une émission de TV5, Monde, où j'avais deux animatrices qui parlaient avec l'accent québécois. Et je parlais avec mon père qui nous disait, qui insistait sur l'importance de parler français. Et ça commence à un jeune âge, parce qu'au primaire, oui, il y a la langue maternelle du pays, mais c'est obligatoire. 2e, 3e année primaire, c'est une deuxième langue. Rendu au secondaire, 3e langue. Rendu à l'université, 4e langue. Ça dépend, c'est ton cursus scientifique, anglais. Sinon, il y a de la langue espagnole, allemande et anglaise. Pourquoi je dis ça? Le Québec, je l'ai senti parce que par la suite, je suis revenu, j'ai ramené des entrepreneurs. On a une occasion en or parce que le Québec jouit d'une très bonne réputation. Le Canada aussi, et le fait de parler français. Et c'est là où moi, je voulais voir votre point de vue par rapport à la mobilité internationale en tant que chercheur universitaire. On le sait, on a de très bonnes universités dans des villes
où la capacité d'accueil, elle est là. Donc des campus, des maisons aux alentours. C'est vraiment une belle vie universitaire. Pensez-vous qu'on en fait assez? Pour les ramener, oublions un peu le côté fédéral parce que c'est vraiment, ça devient gênant de voir le nombre de refus de visa. Mais juste nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Bourse de mobilité, des échanges interuniversitaires. Je sais que l'AUF fait un travail exceptionnel avec son nouveau avec le président. Qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour avoir cette jeunesse allumée, qui fait de la recherche en français et qui veut venir, qui veut travailler avec nous? Merci pour votre intervention. Et je pense que quand vous avez parlé de TV5 Monde, je pense que TV5 Monde fait énormément pour le Québec. C'est incroyable. Ah oui. Parce que les gens maintenant ont même l'habitude de notre accent ici, ce qui n'était pas le cas. Moi, ça fait longtemps que je travaille en Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. C'est assez extraordinaire de voir comment la francophonie est devenue plurielle et comment, même je vous dirais, j'ai un collègue avec lequel je travaille qui est un sociolinguiste d'origine ivoirienne qui travaille sur le français en Côte d'Ivoire. Il y a maintenant une affirmation du français ivoirien avec toute sa couleur, avec tous ses accents, et ainsi de suite. Et c'est vraiment nouveau et c'est un peu l'exemple du Québec qui a été pris pour affirmer en quelque sorte ce français ivoirien. Donc, je pense que TV5 fait un travail extraordinaire et puis je pense qu'il faut continuer à les appuyer. S'agissant de la réputation du Québec et du Canada, je suis d'accord avec vous. Je crains qu'au cours des dernières années, la réputation du Québec et du Canada a été un peu noircie à cause d'un certain nombre d'événements, y compris justement les refus de visa. Ce que je vous racontais tout à l'heure par rapport aux collègues, on organise un colloque. Moi, il y a 15 ans, j'organisais un colloque ici à l'Université Laval. Les collègues ils n'avaient pas besoin d'un visa pour immigrer ici, ils s'en venaient participer à un colloque seulement. Une simple autorisation de voyage électronique suffisait à ce moment-là. Les gens arrivaient comme visiteurs. Maintenant, c'est plus possible. Et je sais que ça crée énormément d'irritants partout, et ça crée une sorte d'apartheid, parce que l'espace francophone scientifique, auquel je crois énormément, je pense que cet espace scientifique francophone, il faut l'affirmer. Le Québec peut y jouer un rôle important, mais il est certain que si je ne peux recevoir dans mon laboratoire que des Français, des Belges et des Suisses, c'est fini. Donc, je crains un peu pour la réputation actuellement, et c'est pour cette raison que j'insiste beaucoup sur l'idée qu'il faut intervenir. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de décisions qui sont prises à Ottawa. Je pense que le Québec doit peut-être parler plus fort, intervenir davantage de façon à arrêter, parce qu'on est sur une pente descendante actuellement, et je crains que de plus en plus de gens se désintéressent du Québec à cause de ça, à cause des problèmes. On va tout faire pour ne pas perdre cette attractivité. Je vais vous ramener sur le terrain géopolitique. Vous suivez, j'en suis sûr et certain, ce qui se passe en Afrique. Burkina Faso, Niger, tout le Sahel. On va descendre un peu plus en bas, c'est en plein essor économique. Et vous voyez que la France est en train de perdre du terrain. Vous voyez l'arrivée de la Turquie, de la Chine, de la Russie et d'autres puissances. Ma question, parce que moi, j'étais toujours de cette école, c'est le moment du Québec pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que quand je parle avec des amis africains, ils me disent, mais pour eux, on est l'équivalent de la France. D'ailleurs, c'est une insulte quand on dit que nous, on est des Français. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, toujours que je dis le Québec, c'est des Français, c'est une insulte. Ce n'est pas des Français. Je ne veux pas élaborer parce que je ne veux pas être le méchant ce soir. Mais pour eux, on est les gentils de l'Amérique du Nord. Le Québec, pensez-vous que c'est le moment pour le Québec de renforcer sa présence? Je sais qu'on a un bureau à Rabat qui couvre le Maghreb, une délégation au Sénégal. Pensez-vous que s'il y a un plan de développement par rapport au ministère des Relations internationales, d'entrevoir d'autres possibilités dans l'Afrique subsaharienne, mais aussi de jouer le rôle du leader au niveau de la francophonie? Tout à fait. Moi, je crois qu'il y a une place à occuper, assurément. Vous l'avez dit tout à l'heure,
La France n'a pas actuellement une réputation très enviable dans les rues de Niamey, de Ouagadougou et d'un peu partout, en fait, en Afrique de l'Ouest même. Je pense qu'il y aurait assurément une place à occuper, mais c'est sûr que ça demande, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, ça demande quand même peut-être un peu plus de moyens. Il faut qu'il y ait un renforcement des équipes sur le terrain, et ainsi de suite, pour assurer en quelque sorte cette présence-là, qu'il y ait des échanges et autres, quoi. Donc, oui, il y a assurément, sur le plan géopolitique et stratégique, le Québec pourrait jouer un rôle beaucoup plus important. Puis, il y a une occasion en or. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe, parce que avec ce qui se passe avec la France, la question qui se pose, c'est que, on le voit dans certains pays, c'est ce rejet, en quelque sorte, du français pour aller à l'anglais. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, ou vous voyez venir dans certains pays en Afrique? Moi, je vous dirais que je ne vois pas la montée de l'anglais en Afrique. Je vois une critique de la France. Et je fais remarquer à tout le monde, d'ailleurs, que toutes les manifestations qu'on a vues dans les rues des capitales africaines, les manifestations, vous regardez les affiches, tout ça, c'est tout écrit en français. Okay? C'est pas « Go out France », c'est pas « Get out Yankees » ou quoi que ce soit. C'est « Abat la France », OK? C'est vraiment... Et je vous dirais même que il n'y a pas tellement de fautes d'orthographe dans ce que je vois dans les affiches et ainsi de suite. Donc, je pense que la langue française va passer à travers cette crise-là, OK, sur le continent africain, va passer à travers cette crise-là, mais peut-être pas la France. Je pense que je partage votre conclusion. Revenons au Québec. Est-ce qu'on fait assez pour retenir nos étudiants? Je ne sais pas si vous êtes familier avec les moyens ou c'est pendant votre vie universitaire, vous avez un étudiant qui vous a dit que ça va prendre beaucoup plus de temps pour rester au Québec. Pensez-vous que le Québec doit faire davantage pour garder ces étudiants qui graduent dans nos universités, qui sont des diplômés de nos universités? On avait un programme qui fonctionnait très bien, qui a été modifié. Je crois que maintenant, on revient en arrière. Si je ne me trompe pas, Madame la ministre, j'ai l'impression qu'on revient au programme PEC qui était auparavant. À 100% ce qu'il était le programme, parce qu'on ne le sait pas encore. Oui. En tout cas, je pense qu'effectivement, il faut vraiment revenir à ça. C'est un programme qui fonctionnait très, très bien. Est-ce que ça a été une erreur de changer les règles de ce programme? Moi, je crois que ça n'a pas aidé pour la réputation du Québec, assurément. Est-ce qu'on vous a parlé de ça? Les étudiants, je pense que ça a été... en tout cas, ce que j'entends, ça va dans le bon sens, c'est-à-dire les modifications qui sont en train d'être faites. J'espère qu'on va aller jusque-là. Et c'est clair, parce que ce que vous dites là, je l'ai entendu énormément. Les étudiants qui ont besoin de plus de temps, qui ont envie d'une expérience québécoise également, ce que permettait le programme. Et je pense qu'on a là, en fait, les meilleurs ambassadeurs, en plus, avec les étudiants. Les étudiants, ils ont fait déjà 2 ans, 3 ans au Québec. Ils ont passé 3 hivers. Ils comprennent l'accent québécois maintenant. Ce sont les meilleurs pour s'intégrer, en fait, au Québec, assurément. Ouais. Cher professeur, c'est très agréable d'échanger avec vous. J'ai vraiment aimé l'échange. Ça nous sort de notre zone de confort, de parler uniquement de quelques aspects de la consultation. Je pense que les membres de la commission sont presque tous d'accord que vous avez fait une très bonne contribution à nous faire réfléchir sur le fait français, sur la francophonie qui est très large et des enjeux que parfois on ne voit pas d'une manière, je dirais, proche de notre quotidien. Merci pour votre passage et j'espère qu'on va garder le contact et on va suivre vos publications au niveau de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième groupe d'opposition, député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous avez 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour ce soir, si je devine bien. Merci pour votre belle présentation. Fascinant, en fait. La lecture était très intéressante et j'ai bien aimé les propositions concrètes, l'ouverture ou le développement de programmes EIC pour les pays africains, notamment franco-africains, ou tout le débat sur le visa temporaire de matière scientifique ou culturelle ou autre. On entend toujours ça, notamment au Festival de jazz, mais ailleurs, qu'il y a
plein d'artistes qui ne sont pas capables de venir se produire ici alors qu'ils se produisent partout à travers la planète, puis il n'y a pas de raison que ces gens-là ne puissent pas venir. Alors, cette discrimination-là documentée envers Ottawa, en fait, d'Ottawa envers les Franco-Africains, on la connaît. Bon, semble-t-il qu'on y travaille, mais le Québec ne peut pas laisser ça passer. On en est directement les plus impactés ou certainement très impactés. Pour moi, c'est ma position, le plus on sera en contrôle de notre immigration, le plus on aura nos propres pouvoirs en immigration, le mieux on pourra abolir ces barrières, puis le mieux on pourra assurer le fait français dans notre immigration, puis dans qui vient ici. Mais il n'y a pas qu'Ottawa, et vous l'avez dit, qui a la réputation écorchée. Le Québec a aussi une réputation qui est un petit peu plus difficile ces dernières années. Je pense à la réforme du PEC, vous en avez parlé. Malheureusement, les propos de l'ancien ministre de l'Immigration de la dernière campagne n'ont pas vraiment aidé. Certains propos du premier ministre, l'immigration, ou bref, il serait suicidaire d'eux, c'est ce qu'on a dit. Ça, ce sont des mots qui ont résonné au-delà de la frontière, au-delà des frontières. Je peux revenir avec l'idée des 18 000 dossiers qui touchent 40 000 personnes, notamment beaucoup d'Afrique francophone. Je les connaissais à l'époque pour être très impliqué sur ces dossiers-là et ils en parlent encore. Et il n'y a jamais eu d'excuse officielle face au fait qu'on a détruit une quarantaine de milliers de vies là-dedans. Alors, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade-ci? Comment on peut réparer cette réputation? Quelle serait la pierre angulaire de cette réconciliation-là face aux dernières années qui ont été plus difficiles pour cette réputation du Québec à l'étranger? Je noircirais pas trop quand même la réputation du Québec, du Canada, comme vous le laissez sous-entendre. Je pense que on était un peu irrités, en fait, mais je pense que c'est encore possible de corriger le tir. Les deux propositions que je vous fais, ça rentre tout à fait là-dedans. Je crois qu'il faut absolument trouver une façon de distinguer ce qu'on appelle l'immigration de la mobilité. Pour moi, c'est important. La migration, c'est vraiment un projet. On s'en vient ici. Les résidents non permanents ont même eux-mêmes des projets. Mais un visiteur, c'est autre chose. Moi, je suis étonné de voir que maintenant, comme Québécois, je peux me balader partout sur la planète et plus facilement qu'avant. Il y a moins d'obstacles de visa et autres comme Québécois, comme Canadien, pour me rendre partout, alors que ici, c'est l'inverse. Je pense qu'il faut... Puis bon, il y a le 11 septembre, il y a des contextes qui font en sorte qu'on en est arrivé à ça, mais il faut rapidement... Pour moi, il y a vraiment une urgence, là. Je parle de l'autorisation de voyage électronique. L'autorisation de voyage électronique, c'est tout simplement une façon de pouvoir se déplacer sans avoir à remplir des formulaires à n'en plus finir, de montrer qu'on a un compte en banque bien garni. On n'est pas en train d'immigrer, on est en train de venir participer à une conférence. Pour moi, si on peut régler ça, on travaille de plus en plus sur l'idée d'un visa pour se déplacer dans l'espace scientifique francophone. Je sais que les gens d'affaires également travaillent sur un visa d'affaires pour permettre aux gens de travailler. En conclusion, s'il vous plaît. Pardon? Il faudrait conclure. Oui, OK, parfait. Donc, mais je crois qu'il faut également travailler autour de la communauté scientifique, de façon à ce que cette communauté scientifique, si on veut faire monde francophone, il faut absolument enlever les barrières qui sont là. Merci. Merci beaucoup, M. Marcoux, pour votre présentation, votre mémoire. Ça fut fort intéressant. Alors, je vous remercie donc pour cette contribution à nos travaux et la Commission ajourne ses travaux au mercredi 13 septembre 2023 après les avis touchant les travaux des commissions. Merci et bonne fin de soirée.